Salut tout le monde! Aujourd'hui à l'émission, j'ai le privilège de pouvoir m'entraîner avec Frédéric Dion. Frédéric est un des aventuriers les plus prolifiques du Québec. Ce qui me fascine de Fred, c'est entre autres l'audace puis l'ambition des projets qui sortent de son chapeau à chaque année. Et il nous a ouvert son univers intérieur, sa quête de vie, ce qui le motive à se lancer des défis aussi complexes année après année. Aussi quelques trucs, astuces qu'on peut tous utiliser dans la vie de tous les jours, dans des moments difficiles, des choses que lui fait dans des expés. Le dernier point que je trouve fascinant par rapport à aujourd'hui, c'est qu'il nous partage un petit peu plus son équilibre familial, comment le fait d'avoir des enfants a transformé la façon avec laquelle il exerce son métier, comment même ça le stimule à tous les jours à vouloir rester encore plus un enfant. Vraiment un épisode passionnant, enrichissant, que je suis content qu'on puisse vous présenter aujourd'hui. Bon visionnement! Hey Fred, merci d'être là. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Ce qui est certain, c'est que pour moi, t'es un modèle, t'es vraiment une inspiration, je dois dire. T'es un des aventuriers les plus prolifiques au-delà du territoire québécois, au Canada, puis probablement même dans le monde, pour la variété des expéditions que tu fais, leur complexité, puis le fait que tu te lances souvent des défis qui sont vraiment hors normes, puis qui vont au-delà, je trouve, du dépassement physique. Il y a une nécessité de comprendre l'environnement dans lequel tu évolues. Fait que c'est vraiment sharp. Je suis choyé. Ben, merci de m'avoir invité. Puis au niveau de la conversation, ben oui, ça fait un bout que je t'invite à venir faire du rafting. Si c'est blessé, vous pouvez venir. Mais fait que tant mieux si on peut si on peut prendre le temps maintenant. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, ça c'est quelque chose que je trouve assez le fun, que t'as cette espèce de volonté de rassembler la communauté de plein air puis d'aventuriers au Québec. C'est assez important pour toi, ça? Ben, on est tous pas mal tout seuls chacun de notre côté. Puis on vit des choses similaires. Fait que je me dis, ben, pourquoi pas partager ça, puis créer aussi des projets. J'ai présenté des gens qui sont devenus des amis puis qui ont créé des projets ensemble. La vie, c'est un grand jeu. Ouais, mais d'ailleurs, ça a été ça le déclic pour moi, pour la conversation. Quand tu parles de jeu, là, il y a pas si longtemps, je t'ai entendu dire, il y a peut-être un an, en tout cas, tu saurais peut-être mieux que moi, là, mais je t'ai entendu dire pour la première fois que tu étais dans cette quête-là dans ta vie de rester un enfant, puis de jouer, puis pour toi, le plein air, puis ton choix de métier, ça avait beaucoup à voir avec ta décision de rester un kid. Puis ça m'a vraiment frappé. Puis évidemment, je suis curieux d'approfondir ça. Puis je suis curieux d'approfondir ça aussi avec un regard sur l'autre côté de la médaille, qui est le fait d'avoir des enfants, d'être un adulte, d'avoir des responsabilités. Mais je suis vraiment curieux d'approfondir l'élément de la quête d'enfant. Ça a commencé avec mon film sur l'Amérique du Sud. Bon, je me suis lancé dans un projet pour les 10 prochaines années, atteindre le centre de chaque continent de façon sportive. Yes. Donc là, 7 continents, des longues aventures dans des territoires complètement différents les uns des autres. Yes. J'ai fait l'Antarctique. Bon, j'ai la chance d'avoir fait probablement le plus cher puis le plus difficile. Juste 6400 km en solo. Ouais, 4400. 4400. Mais ça, c'est la distance réelle en ligne droite. C'est pas probablement 6000 parce que j'ai zigzagué. Mais il fallait que je réussisse à expliquer comment ça se fait que mon film en Amérique du Sud, pour atteindre le pôle d'Amérique du Sud, on saute à l'eau avec nos vélos. Ouais. Puis on saute dans l'océan, puis on nage avec les vagues sur la roche, parce que c'est pas des plages. Ça s'est pas passé comme on voulait, puis tu sais, je présentais mon film à du monde, puis tout de suite, on sentait un blocage, et du monde faisait comme « Non. T'es cave de faire ça, t'es juste cave. » Je veux dire, ça n'a pas de sens ce que tu fais. Mais je me suis buté à ça dans plusieurs aventures au cours des dernières années, puis je me disais, OK, qu'est-ce qui fait que moi, ça me fait triper? Puis comment je peux l'expliquer? Comment je peux expliquer quelqu'un qui me traite de cave que finalement, il y a peut-être une part de ça en lui? Puis c'est avec mon amie Anne-Claude Roberge. Elle disait, faut que tu trouves le message de ton film. Puis je dis, ben, imagine que tu es sur le bord d'un trou d'eau. Enfant, sur le bord d'un trou d'eau. Tu as juste le goût de sauter dedans.
Tu le sais probablement que tu vas te saler, tu vas te mouiller, que tu vas tomber, mais l'attrait de sauter dans le trou d'eau est trop fort. Ouais. Bon, Ah ouais, ben moi j'ai encore là-dedans, ouais. j'ai encore cette part d'enfant-là qui dit saute, c'est cool. Puis tu sais, j'ai trouvé pour l'Amérique du Sud des amis qui étaient prêts à sauter dans le trou d'eau comme ça, puis on a fait des choses complètement capotées. On est allé dans des frontières extrêmes, on a vécu l'effort à un niveau extraordinaire. Mais si tu me poses la question, je suis pas un explorateur. Oui, je suis allé dans des endroits où il y a personne qui va. On a trouvé un pont Inca qui passe au-dessus de notre rivière. Tu sais, des affaires capotées. J'ai vu des affaires capotées. Ça a été extrêmement difficile. Mais c'est pas pour ça que je fais ça. La raison pourquoi je fais ça, c'est parce que je suis encore un gamin. Parce que sauter dans le trou d'eau, pour moi, c'est ça qui me rend heureux. Et ayant mis la main sur ça, c'est beaucoup plus facile pour moi de décider, OK, ça va être quoi la suite? Comment tu vas faire la suite? Comment tu veux vivre ta vie? Puis qu'est-ce qui te rend heureux? Parce que ultimement, là, ces aventures-là, c'est une quête du bonheur. Ouais. Tout ce qu'on fait dans la vie est une quête du bonheur, consciemment, inconsciemment. Mais pour moi, là, je suis plus en mesure de dire, OK, regarde, moi, c'est ça qui me rend heureux. Fait que quand tu dis c'est ça qui me rend heureux, c'est le fait d'être dehors, de dépasser, de partir à l'aventure. C'est comment vivre tu le moment dirais présent, ça? faire des découvertes, explorer la planète comme personne ne le fait, vivre des situations avec des amis hyper intenses. Ouais. Ben c'est ça, je veux juste comme rajouter de l'intensité puis vivre des trucs complètement fous. Faire des erreurs, tu sais, l'enfant, il a pas peur de faire des erreurs. En fait, c'est de garder les qualités de l'enfant en nous. Qui n'a pas d'orgueil, qui n'a pas peur du jugement, qui n'a pas peur de tomber, qui vit le moment présent pour de vrai, qui est authentique. Puis joindre ça aux qualités de l'adulte en nous, qui lui, ben, il a du jugement, il est capable de voir un peu plus loin les conséquences de ses actes, qui est capable de planifier, d'avoir un projet à plus long terme, de ne pas se mettre en petite boule puis pleurer quand c'est difficile, tu sais. Mais une fois qu'on a trouvé les qualités de l'enfant en nous puis les qualités de l'adulte en nous, j'ai l'impression qu'on devient plus serein, capable de réaliser des choses extraordinaires, plus heureux clairement. Puis chaque personne, là je suis lancé là-dessus, là, mais chaque personne, si on regarde l'enfant qu'on était puis ce qu'on fait en tant qu'adulte, il y a des choses qui sont restées. J'ai rencontré une journaliste qui me disait, ben moi je suis resté enfant, je posais des questions. Là, c'est ma job de poser des questions. De stimuler cette curiosité-là, cette envie de comprendre. J'ai un ami qui est entrepreneur. Ben, il construit des maisons, mais quand il était jeune, il jouait au Lego. Donc, on a tous gardé une partie de ça. Mais juste de le déterrer puis de se dire, hey, ça, c'est vraiment moi. Ouais. Parce qu'un enfant, c'est authentique. Je reviens un petit peu en arrière, mais il y a veut pas dans ce que tu fais un niveau d'engagement puis de gestion des risques qui est pas exactement la même chose qu'un enfant qui décide d'aller sauter dans une flaque d'eau. Fait que comment tu réponds à ça ou comment tu as découvert pour toi-même la gestion, la tolérance au risque à travers des aventures qui sont de plus en plus complexes puis engageantes? Ben d'abord, j'ai un super pouvoir. J'ai de la facilité à prendre des risques. Okay. J'ai une grande facilité à prendre des risques. Et c'est le jugement. Tu sais, je suis devenu, dans les sports extrêmes, je suis devenu très, très bon, très, très rapidement. OK. Parce que j'avais pas de jugement, au moins de jugement. J'avais l'habileté, par chance. Donc, on peut miser sur nos habiletés puis notre jugement. Des gens qui vont plus se fier à leur jugement. Il y en a qui vont plus se fier à leur habileté. Je pense que je suis capable de le faire. Je pense pas aux conséquences, mais je pense que je suis capable de le faire. Ici, jugement, je pense aux conséquences. Je vais prendre moins de risques. Mais la personne qui mise sur ses habiletés va progresser beaucoup plus rapidement. Et ça a été mon cas. Bon, après ça, tu te pètes la gueule, tu te fais peur, puis là, le jugement, il se rétablit, puis bon, on réussit à... mais tu sais, on va toujours mettre un peu plus de l'avant. Moi, je mets mes habiletés un peu plus de l'avant. Ça a été quoi la mise en contexte? Ça a été quoi le contexte qui t'a permis de découvrir ça sur toi? Cette capacité à... Tu te compares aux autres, tu sais.
rapidement, j'ai été capable de faire des choses que plusieurs de mes amis qui ont commencé dans le même sport n'étaient pas capables. C'est quoi d'ailleurs, ça? Sauter des chutes de 40 quelques pieds, faire des rapides impossibles. En kayak. Oui, beaucoup pour le kayak au départ, mais en ski, faire des flips, bon, faut apprendre à le gérer, puis bon, le cerveau humain se développe jusqu'à l'âge de 25 ans chez l'homme, mettons, à peu près, puis c'est ça qui vient en dernier, le jugement. C'est ce qui fait qu'un adolescent peut prendre des risques inconsidérés, un jeune adulte rouler en auto, faire le fou, puis avoir du fun à rouler, puis faire le fou, parce qu'en fait, la conséquence n'existe pas. Donc, pour moi, les aventures puis les expéditions, c'est comme le début de ma transition où est-ce que, OK, tu vas faire des choses extraordinaires, mais sur le long terme, il faut que tu prennes des décisions qui vont te permettre de le rendre jusqu'au bout. Tu peux pas faire une expédition de 100 jours comme tu fais une journée de descente ou un 4 heures de descente sur la rivière Matawan. Les rapides, tu vas faire des rapides en deçà de ce que tu es capable de faire. Tu vas prendre moins de risques, tu vas gérer ton énergie, tu vas bon. Okay. Et donc, les aventures m'ont appris tranquillement à faire preuve plus de sécurité, de jugement dans mes aventures. Parce que, est-ce que tu dirais que tu es resté autant casse-cou dans des expériences plus courtes, d'une journée, une demi-journée? Si tu repars en kayak, t'es-tu aussi casse-cou que tu l'étais il y a 20 ans? Avant, il y avait une partie d'orgueil qui était plus présente. OK. T'es pas capable de faire ça, c'est pas à ton niveau, tu vas te le montrer, tu vas voir, je suis capable. Maintenant, le jugement des autres, je le fais plus pour les autres. Je le fais pour moi, tu sais. On me disait que la carrière d'un kayakiste, c'est à peu près 2 ans. Puis après 2 ans, le monde arrête, c'est un peu trop extrême, un peu trop exigeant. Moi, ça fait 25 ans que j'en fais. Les raisons pourquoi j'en faisais au départ ne sont pas les mêmes raisons pourquoi j'en fais maintenant. Puis après ça, tu chemines, puis tu découvres des choses, puis le fait d'avoir progressé rapidement m'a donné des habiletés qui me permettent de faire des choses qui, pour le commun des mortels, est complètement irrationnel, comme de traverser l'Antarctique à ski, tout seul. Mais qui, pour moi, était quelque chose de faisable, d'abordable, puis même si j'avais 0 expérience polaire, d'avoir performé à un niveau, les plus hauts niveaux. T'as-tu des exemples de fois ou d'une fois où finalement cette confiance extrême que tu as en tes habiletés t'a peut-être mis dans une situation où tu t'es dit attends un petit peu, il faut que je développe davantage mon jugement. En gros, face au risque, en gros, t'es-tu déjà fait peur? En Antarctique, je me suis fait peur. Journée de blizzard, je suis dans le milieu de l'Antarctique. Entre le pôle d'inaccessibilité, donc le centre réel de l'Antarctique, et le pôle sud, il y a 1000 km. Puis moi, je suis entre les deux. Journée de blizzard, ils vantent 50 km/h. La visibilité n'est pas très bonne parce que la veille, il est tombé 1 cm de neige. Puis là, tu vas me dire, il n'y a rien là, 1 cm de neige. Mais pour l'Antarctique, c'est énorme. Il en tombe 20 par année. Puis cette neige-là, vole avec le vent. Donc, je vois quelques centaines de mètres, mais pas plus. Puis tout est blanc de toute façon. J'ai mon petit cerf-volant de tempête, mais avec les heures, je finis par avoir un peu de fatigue dans les épaules. Puis je sais que si je veux continuer, il faut que je change de cerf-volant pour un cerf-volant plus grand parce que j'aurai pas à le faire zigzaguer. Ça va être moins dur pour mes épaules. Mais si le cerf-volant il est plus grand, le risque, il est plus grand. Mais je veux pas arrêter là, pas à mi-journée. Donc, je sors mon cerf-volant de 12 mètres carrés, je le déroule, je mets de la neige dessus pour pas qu'il décolle sans que je sois prêt. Je déroule les 70 mètres de ligne qui me relaient à ce cerf-volant-là. Je tire un peu dessus, les cordes sont pas mêlées, tout va bien. Je suis attaché, mon traîneau est attaché, mes lunettes, ma balise, tout est prêt. Fait que je fais juste y enlever un peu de puissance. Parce qu'au décollage, c'est là que c'est dangereux, il donne un coup. Fait que je lui enlève un genre de 30% de puissance, c'est un ajustement sur la barre. Tire dessus, le cerf-volant commence à se libérer de la neige qui le tient au sol, puis à un moment donné, de la minute en fait qu'il a été capable de se libérer de la neige qui le tenait au sol, ouf! Il est levé dans le ciel comme un monstre. Mais tu sais, moi, je suis attaché après. Je suis parti. Là, tu vois ça dans les films. Fait que je suis parti, j'ai vu dans les airs. La corde entre mon traîneau et moi s'est cassée. Paf! Puis là, le temps que je réussisse à atterrir puis d'emmener le cerf-volant au-dessus de ma tête, parce que c'est là qu'il tire le moins puis c'est là que je peux reprendre le contrôle,
J'ai quelques centaines de mètres de fait dans les bosses, mais je suis pas tombé, je me suis pas fait mal, j'ai juste eu peur. Le cerf-volant est en haut, j'ai le contrôle, puis là, je me rends compte, en fait, qu'en tirant dessus, ben l'ajustement, c'était défait. Fait qu'il était pleine puissance, fait que je lui réenlève de la puissance. Puis je sais que pour retourner chercher mon traîneau, tout ce que j'ai à faire, c'est un tac vers la gauche en remontant au vent. Puis normalement, je me tourne, et là, mon traîneau, il est là. Je me tourne, il est pas là. Puis en fait, au loin, tout ce que je vois, c'est du blanc. Puis mon nouveau traîneau, parce que l'histoire est plus longue, mais c'est un traîneau qui m'a été prêté, puis il est blanc. C'est un nouveau traîneau d'XP, l'autre qui avait explosé. Bon. Et là, je cherche le traîneau, et là, je sens une angoisse monter. Une angoisse, et je réalise en fait que si j'ai plus mon traîneau, j'ai plus de nourriture. Non. J'ai plus mon sac de couchage, j'ai plus ma tente, j'ai plus mon réchaud. Je suis à des centaines Pas de de réchaud, kilomètres de t'as pas l'être d'eau. humain le plus près. Ouais. Puis je me dis, si tu comme ça, je vais mourir. Ça, c'est la peur, l'émotion. Mais moi, je me suis entraîné à ça. La peur, j'ai connu ça dans d'autres esprits. Puis je sais que l'émotion est dans l'hémisphère droit du cerveau plus, là, tu sais, l'hémisphère droit est émotif, créatif, Ouais. bon. Puis le gauche est logique. Je sais qu'il faut que je sorte de cette émotion-là pour me concentrer sur des choses logiques, ici, maintenant, qui vont me sauver la vie. Ouais, ouais. Fait que je laisse ça, je connais le chemin, je l'ai déjà fait, tombe dans la logique, puis je me dis, OK, il vente 20 minutes. 20 minutes, c'est le temps que le vent va prendre pour effacer les traces que j'ai laissées dans la neige. 20 minutes, c'est le temps que j'ai pour remarcher les traces que j'ai faites pour revenir à mon traîneau. C'est ce que j'aurais dû faire du départ, de toute façon. Puis en marchant, là, je me dis, OK, je me suis entraîné pour cet expé-là. Je l'ai fait vivre 4 jours avec juste des vêtements l'hiver au lac Mistassini. J'en ai mangé de la neige. En fait, je réalise que je ne vais pas mourir là, puis je ne mourrai pas au moins pour les 4 prochains jours. Puis en fait, je sais que réellement, c'est probablement plus 21 jours. Ouais. J'ai ma balise de détresse, puis en fait, là, tu sais, la situation a baissé. J'ai retrouvé mon traîneau, puis en fait, c'est une anecdote où est-ce que il s'est rien passé vraiment. Tout ce qui s'est passé, c'est dans ma tête. J'ai eu peur de mourir. Puis là, je raconte ça, puis le monde dit, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Ouais. Mais pour moi, ça a de l'allure, parce que c'est mon métier de faire ça. Prendre un monsieur, madame, tout le monde, mêlés dans l'Antarctique, ils vont mourir. Mais moi, ce milieu-là, je le connais, je me connais, je l'ai pratiqué, je me suis entraîné, puis pour moi, ça, c'est correct. Est-ce que ça t'a amené, cette situation-là, des confirmations, plutôt des confirmations, des nouveaux apprentissages sur comment tu deals avec des situations comme celle-là? Moi, je dirais, puis tu sais, je donne des conférences dans les écoles, je dirais aux jeunes, ne laisse personne décider pour toi ce que tu peux faire. La décision de ce que quelqu'un peut faire dans la vie, elle est personnelle. Mais une fois que tu as décidé où tu vas aller, qu'est-ce que tu veux faire, c'est à toi de faire tes devoirs pour te rendre. Il n'y a personne qui va le faire à ta place. Puis mes devoirs, je les avais faits pour l'Antarctique, et cet épisode-là m'a confirmé que tu peux faire ce que tu veux, mais fais tes devoirs. Et là, pour mes aventures, maintenant, je fais mes devoirs, puis tu sais, je continue à faire mes devoirs, puis aventurier professionnel, ouais, c'est là que ça commence à être vraiment professionnel. Ce qui est dommage, parce qu'en fait, plus tu fais tes devoirs, moins il y a de situations tout croche qui se passent, tu sais. Tu sais, ma première expé, traversée du Québec en kayak, j'ai remonté un rapide en tirant mon kayak s'est fait prendre dans un rouleau, il s'est renversé, j'avais pas attaché mon sac, il a arraché du kayak, j'ai perdu du stock, puis en fait, toutes ces situations-là où est-ce que tout ne se passe pas comme prévu, ben c'est des erreurs, tu sais. Mais c'est ça qui fait le show, c'est ça qui fait l'aventure. Si tout se passe comme prévu, ben c'est plus de l'aventure. Faire ses devoirs, c'est un thème quand même super fort que je retiens là, dans ce que tu nous partages. D'ailleurs, tu reviens au printemps dernier, tu as fait une belle ascension du Mont Logan au Canada. Pour laquelle, finalement, vous êtes lancé, toi et ton partenaire d'expédition, un sacré beau défi. Là. Mais j'aimerais ça que tu nous le racontes parce que... J'étais supposé d'aller dans d'autres continents pour faire d'autres pôles d'inaccessibilité. C'était pas possible.
Dans ton objectif de 10 ans. Oui, avec le COVID. Puis, tu sais, bon, tu planifies quelque chose, finalement, tu te rends compte que ça n'aura pas lieu. Puis, tu sais, bon, c'est une année et demie comme ça. Là. Tu fais des plans, tu reviens en arrière, tu fais des plans, tu reviens en arrière. Mais c'est correct. C'est correct. Tu sais, la pandémie, c'est une aventure. Ouais. Puis, les gens qui ont des défis dans la vie, c'est des gens qui sont plus heureux, qui sont plus en santé et qui vivent plus longtemps. Plus heureux, plus en santé, qui vivent plus longtemps. Je sais pas ce que toi tu veux de la vie, moi, ça. Ça fait du sens, hein? Fait que, bon, je me suis retourné vers d'autres projets, d'autres rêves que j'avais. Ça fait des années que Logan, je lis des récits, que j'écoute des conférences. Ben, Logan, c'est au Canada, puis ça devenait possible de le faire. Mm-hmm. Tu peux pas le faire tout seul. J'ai appelé une des personnes que je connaissais qui faisait beaucoup de montagnes, qui avait déjà fait ses preuves en expédition. C'est Bruno Pierre Couture. Mm-hmm. Bruno Pierre, il me dit, c'est quoi, t'es au courant de mes projets? Il dit, je planifiais d'aller au Mont Logan cette année. Bon, parfait. Ben, voici comment moi je pense le faire. Utilisation des serveurs d'attraction, utilisation des igloos, le plus léger possible, puis on allait tous les deux dans le même sens. Fait que, ben, go! On a planifié ça, puis après ça, faire ses devoirs, ben, pour moi, c'était de faire... j'avais planifié 3 24 heures. Un 24 heures d'ascension sur tapis roulant, un 24 heures de ski de fond, puis un 24 heures d'escalade. Ça, c'était mes devoirs pour la montagne, parce que je savais que quand il fait beau, il y a 300 jours de mauvais temps, mon Logan, faut que tu sois prêt à gonner, puis à gonner longtemps. Mm-hmm. Puis quand je fais mes aventures, j'ai toujours 3 objectifs. Un atteignable, un idéal, puis un inavoué. Ouais. Le atteignable, c'est si tout ne se passe pas comme prévu, tu vas atteindre cet objectif-là. OK. L'idéal... C'est comme un succès un peu garanti. Ouais. L'idéal, c'est si tout se passe comme prévu, tu vas faire ça. Puis l'inavoué, c'est si tout se passe mieux que prévu, tu vas faire ça. Petit conseil, l'inavoué, t'en parles à personne. De toute façon, juste l'idéal, tout le monde va faire comme ouais, toi, tu penses être capable de faire ça. Puis ça, je l'ai vécu plein de fois dans ma vie. Là. Mais, fait que l'atteignable, c'était d'avoir du fun. Yes. On a eu du fun. Peu importe ce qui se passe. Parfait. C'est facile, tu sais. Puis de se rendre, en fait, parce que c'était pas nécessairement évident juste de se rendre, là. Parce qu'il y a les préparatifs, il y a l'avion, il y a le COVID, il y a l'isolement avant, il y a, bon... Après ça, il y a l'idéal. Pour nous, l'idéal, c'était de faire le Mont Logan. Faire l'ascension du Mont Logan, puis par l'arête ouest, qui est une arête qui est jamais gravie, qui longe la voie normale, mais sur l'arête. Quand tu montes une montagne, tu checkes, c'est haut. Hein? Ben nous, le but, c'était de faire le 4,5 km d'arête sommitale avec des corniches de 30-40 pieds de haut. C'est un autre monde entre le plat en bas, puis quand t'es 1 km plus haut sur l'arête. Là. Donc, probablement que c'est la deuxième ascension dans l'histoire. La première ascension, ça a pris 18 jours au gars. Fait qu'on s'est lancé là-dedans. Ça, c'était notre objectif idéal. Le 18 jours, nous, on l'a fait en 13 heures. Léger, rapide, là, entraîné, prêt à faire ce qu'on voulait faire. Là. On l'a fait d'une façon extraordinaire. Donc, on a fait le sommet. Puis après ça, ben là, tu sais, quand t'as 5 semaines de bouffe, que ça a pris juste moins de 3 semaines faire, ça a pris 2 semaines et demie faire l'ascension, ben on avait dans notre petite poche de projet, ben on avait d'autres choses quand même. Là. Uh-huh. Ça, c'est l'inavoué. C'était de faire la deuxième plus haute montagne au Canada, qui est à 40 km de là, de relier les deux en servant d'attraction. Puis là, ben la météo a joué pour nous. Ça faisait quelques jours qu'il neigeait pas. Mm-hmm. Puis quand on est arrivé au pied du Mont Saint-Élias, on a regardé la météo, 3 jours de beau temps. Puis en plus, dans la face nord, cette année, il y avait une brèche. À 3 km de distance, parce que la voie, c'est 3,4 km de verticale. Okay. On voyait une brèche dans le mur de sérac qui, normalement, barre la voie. Fait qu'on s'est lancé là-dedans comme deux perdus. Tu sais, quand on a vu que la météo était bonne, là, on s'est regardé, on fait comme go. Ça a pris 20 minutes, la tente était démontée, puis on était en route pour faire le sommet. Ça a pris 44 heures pour le sommet. OK. À partir du Logan. Pas à partir du Logan, à partir du pied du Saint-Élias. Okay. Ouais. 44 heures pour le sommet. Et la descente, là,
Oh my god, je pense que je vais m'en souvenir jusqu'à la fin de mes jours. Là. 3 km. 3,4 km de descente. Mais tu sais, nous, on utilisait les piolets techniques pour passer des murs, des crevasses en montant. C'est ça. Mais quand tu arrives en ski puis que la pente à 50 degrés, là, t'as un bon jump pour sauter la crevasse, mais tu sais, c'est super facile. La gravité marche très bien dans ce cas-là. Fait qu'on a tout sauté. On s'est payé un trip de descente incroyable. Puis bon, au début, c'est de la glace, puis après ça devient de la poudreuse. Vous avez utilisé exactement la même voie là, pour redescendre. Ouais, mais on la connaissait. Ouais. Puis l'idée, c'est de ne pas rester longtemps dans la montagne. Hein. Plus, moins ton temps dans la montagne est grand, moins le risque est élevé. Fait qu'on s'est clenché ça. Quel trip. Il y a des choses que tu peux ramener, que tu peux raconter, mais il y a d'autres choses que tu réussiras jamais à traduire en le racontant. Puis il y a des moments pour la caméra, puis il y a des moments pour toi. Ouais. Tu peux trouver un film extraordinaire d'une aventure, mais dis-toi que dedans, c'est pas du 4K, là. C'est du 2 milliards de cas, c'est tes vrais yeux, c'est la vraie odeur, c'est le vrai vent, c'est la vraie émotion, c'est, tu sais, bon. Il y a eu des moments où tu as eu besoin de te ramener un peu dans le moment présent sur cette dernière expédition-là. Parce que je sais que c'est quelque chose que tu fais parfois, comme en Antarctique, où tu dis, attends un peu, là, j'ai choisi d'être ici, il n'y a personne qui m'a obligé à être là. Ça, c'est un combat de toutes les heures, de tous les jours. Autant pour ce qu'on fait là, tu sais, de se dire, OK, je manque dans le moment présent, tu sais, l'humain moderne pense toujours au futur. Donc, c'est de se ramener puis de dire, OK, j'ai choisi d'être là, puis je vis mon rêve, je vis mon projet. C'est clairement pas facile. C'est même souffrant. Mais la souffrance, le corps humain l'oublie. Ça, on a cette capacité-là à oublier complètement l'inconfort et la souffrance. Tout ce qu'on est capable de reproduire, c'est l'émotion. Donc, si tu gères bien ton émotion sur le moment, dans les situations, je prends l'exemple d'une aventure de survie que j'ai faite. C'est atroce, la survie. Pas manger pendant 5 jours, là. Dormir, pas de tente, pas de sac de couchage sur le bord d'un feu de camp qui s'éteint toutes les 20 minutes, le rallumer, le fret, le grelotter. Tu sais, quand tu grelottes puis que t'as faim, puis que quand ta faim est une souffrance, là. Ouais. Mais ça, c'est tout oublié. Puis si tu me demandes comment t'as vécu cette aventure-là, je vais te dire, ça a été génial, ça a été merveilleux. Pourquoi? Parce que durant cette aventure-là, j'ai bien géré mes émotions. Une émotion, je peux te demander, raconte-moi le moment le plus heureux de ta vie, puis au début, tu vas dire, c'était une belle journée, c'était ensoleillé, il y avait ci, il y avait ça. Puis tout en mettant les morceaux autour de la situation, tu vas être capable de la revivre, puis peut-être de pleurer de joie, tu sais. C'est ce qui fait qu'une femme enceinte va accoucher, puis 1 heure après, tu vas lui demander, parce qu'il semble-t-il que c'est les souffrances les pires, tu vas demander, tu veux-tu un autre enfant, puis elle va dire oui. Puis si tu demandes à ma femme les moments les plus heureux de sa vie, elle va dire, la naissance de mes enfants. Je m'excuse, mais tu sais, moi, je m'en souviens, là, ça va pas l'air si... mais pourquoi? Parce que c'est l'émotion qui reste. Ouais. Il y a quand même une notion de choix dans tout ce que tu nous partages. C'est qu'il peut y avoir une réaction initiale. Ultimement, à la fin du processus, le choix peut être de dire « j'ai du plaisir, j'ai choisi d'être là, je veux avancer ». Mais entre les deux... j'ai de la difficulté à croire qu'il n'y a pas de moment ou qu'il n'y a pas eu de moment parfois de doute ou d'incertitude de dire attends un peu, là, est-ce que je suis vraiment aligné avec la personne que j'ai envie d'être ou vraiment aligné dans la carrière que j'ai envie d'être ou là, avant de reconnaître le plaisir que j'ai, c'est sûr qu'il y a des moments où on est dans le froid, on est dans le doute, on est, ou est-ce que c'est toujours facile? Je me pose toujours la question pourquoi je fais ça. Ouais. Mais à force de me la poser, la réponse vient automatique. Uh-huh. Je le sais pourquoi je fais ça. Uh-huh. Je le sais pourquoi je fais ça. Ma vie a du sens. Okay. Notre première et notre plus grande liberté, c'est de pouvoir choisir notre réaction par rapport à ce qui nous arrive. Ouais. On ne peut pas choisir tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est impossible. Puis on n'a pas tous la même chance, on va dire ça de même. Tu choisis pas une maladie, tu choisis pas la mort d'un proche. La seule chose que tu peux choisir, c'est ta réaction par rapport à ce qui t'arrive. Puis la première étape,
c'est de s'accorder le pouvoir de choisir ses réactions. Parce que si tu vis les événements, puis que ta réaction, c'est ta réaction, puis t'as pas de pouvoir là-dessus, on peut choisir notre réaction par rapport à ce qui nous arrive. Et ça, c'est comme s'autoriser à avoir les deux mains sur le volant de notre vie, puis de notre plaisir, puis de notre bonheur. Peu importe ce que tu fais. Je sais qu'on a déjà parlé parce que, évidemment, tu gagnes pas ta vie en faisant des aventures. C'est le levier qui te permet de gagner ta vie. Tu fais plein de conférences en milieu corporatif, en milieu scolaire aussi, tu sais. Puis ce contenu-là, ces voyages, ces enseignements, ces outils de psychologie aussi que tu partages, ultimement, c'est ce qui te fait gagner ta vie, right? Oui, ma job, c'est pas de te parler de moi. Ma job, c'est de te parler de toi à travers ce que moi j'ai vécu. Donc, si j'ai vécu des difficultés puis que j'ai trouvé des outils pour m'en sortir, ben c'est ces outils-là que tu veux, tu sais. Et c'est là que pour moi, ce que je fais a du sens. Qu'une personne vienne me dire ben je viens d'apprendre que j'ai le cancer, mais honnêtement, après avoir vu ta conférence, je vais prendre ça différemment. Qu'un jeune vienne me dire une couple d'années après, j'ai vu ta conférence au secondaire, puis je me suis botté le cul, puis j'ai passé mon année, puis maintenant je suis rendu ingénieur. Ouais, c'est fort ça. Tu sais, je veux dire. Ouais, parce que la vraie aventure, de toute façon, tu sais, je veux dire, c'est des vraies aventures, aller au Logan pendant l'Antarctique, c'est sûr. Mais apprendre qu'on a le cancer, se botter le cul pour aller à l'école, c'est des affaires. On a tous des défis, on vit tous des doutes, puis on a tous un potentiel extraordinaire. Exact. D'ailleurs, penser que des gens ont des pouvoirs extraordinaires puis que toi, t'as pas ces pouvoirs-là, c'est comme se justifier de ne pas aller vers ces projets. Hein? Un gagnant, en fait, c'est peut-être un perdant qui s'est donné une chance de plus de réussir. C'est bien dit. Tu parlais d'outils tantôt, puis tu parles d'accompagnement. Évidemment, pour développer ces outils-là, il faut que tu passes par des périodes peut-être plus difficile toi-même. Je sais qu'il me semble que tu m'as parlé d'une histoire, j'ai une image de toast au Nutella dans la tête, qui est un contexte un peu différent qu'être en expédition, mais qui parle justement de l'aventure peut-être un petit peu plus quotidienne. Ça, c'est une autre aventure pour moi. J'ai fait la traversée du Québec en kayak en 2002. Là, j'ai commencé à donner des conférences. J'ai aimé ça, donner des conférences. J'ai été engagé par les grands explorateurs au Québec, puis d'autres organismes en Europe. Fait que j'ai fait une tournée en Belgique, au Luxembourg. Puis là vient la grosse tournée. La grosse tournée, ça, c'est 180 shows en France puis en Suisse. C'est énorme, là. Mais je suis pas engagé, je suis producteur. En fait, c'est un agent là-bas qui fait des tournées de conférences, qui m'engage, puis lui, il prend un pourcentage des revenus. Qui paye la note, c'est moi. Le producteur, c'est lui qui prend le risque financier. Fait que, je fais faire des livres pour vendre mes livres en Europe, puis j'achète mes équipements pour faire ma projection, parce que c'est moi qui fournis le son, l'image. Puis là, j'ai un horaire de 180 shows programmé avec, tu vois, à telle ville, à telle heure, telle ville, à telle heure, telle ville, à telle heure. Moi, je m'endette à côté, là. La caisse ne veut plus me prêter, là. Fait que c'est mon père qui m'a prêté le reste du cash que ça me prenait pour pouvoir financer mes livres, ma roulotte, envoyer ça par container. Tu sais, la grosse affaire, là. Tu sais, je veux dire... Fait que j'arrive là-bas avec tout mon stock, mes livres, puis j'ouvre mon calendrier de conférences. Moi, le débutant, j'avais pas trop checké, tu sais, la France, c'est la France. J'ouvre mon calendrier de conférences. Mon premier mois et demi de tournée, c'est à Paris. Yay! J'ai une roulotte! Moi, je pensais faire du camping! J'étais à Paris! Fait que, il y a un camping à Paris, c'est le camping du Bois de Boulogne. Ça coûte 100$ par nuit. Puis moi, je sais que s'il y a moins de 100 personnes dans la salle, je perds du cash. Ma première conférence, il y a 12 personnes. Ça inclut le propriétaire du cinéma puis sa famille. Deuxième conférence, il y en a 16, puis ça s'est tenu en bas de 30 pendant un bon 2-3 semaines. Wow. Fait qu'on oublie le camping du Bois de Boulogne. Là, je suis à côté. Là, quand je passe ma carte de crédit pour remplir, faire le plein de ma voiture, je suis pas sûr qu'elle va passer. Wow. Ça va pas pantoute. Puis là, moi, je vais probablement faire faillite, en fait.
Fait que... Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Puis là, je parle au téléphone à ma blonde qui, elle, parce qu'on revenait de traverser de l'Amérique centrale à pied, un autre film que j'ai fait, puis là, on est à côté, nos cartes de crédit sont à côté. Elle a 6 jobs pour réussir à joindre les deux bouts en même temps qu'elle étudie. Elle est en psychologie, elle commence le doctorat. Tu sais, le genre de situation, tu te dis, OK. Fait que, un soir, je me dis, OK, je sais pas ce que demain va être, mais aujourd'hui, à soir, j'ai faim, puis je vais essayer de me faire la meilleure toast au Nutella de toute ma vie. Fait que je la beurre comme si c'était une toast précieuse, puis je la fais cuire sur mon rond de roulotte, comme si c'était un moment précieux, puis je la mange. Puis finalement, je finis par me dire, bah, même ruiné, je pourrais me faire des toasts au Nutella, puis ça sera correct, tu sais. Quand ça va pas dans la vie, c'est souvent parce que tu regardes trop loin. Penser que j'allais faire faillite, là, c'était regarder trop loin. Le ici, maintenant, et c'est là qu'est le bonheur. Puis c'est le seul moment dans notre vie où on a du contrôle. Fait que c'était peut-être le début à ce moment-là de l'élaboration de l'antidote puis de mon outil principal que j'utilise dans mes aventures. Ici, maintenant. Avoir des projets. Avoir des projets. Mais la réalisation, elle est pas demain, elle est ici, maintenant. C'est le seul moment dans notre vie où on a du contrôle. Donc c'est l'art d'avoir des projets puis les diviser en petites étapes simples pour les rendre facilement réalisables. Voilà. Et j'ai trouvé, puis bon, ma femme est psychologue maintenant, parce qu'on a réussi à le payer, ce doctorat-là, puis... fait qu'on a trouvé plein d'outils de psychologie positive qui, mis ensemble, donnent un outil qui est beaucoup plus complet puis qui permet de réaliser les choses beaucoup plus sereinement. Ouais, c'est un super duo, d'ailleurs, que vous faites dans l'élaboration de ces outils-là, puis de se tirer vers le haut, tu sais, à t'aider beaucoup. Tu le dis, puis tu l'écris, qu'elle t'a aidé à développer ces outils-là, puis qu'elle t'a aidé à mieux te comprendre dans ces situations de défi, ce qui fait probablement de toi un meilleur aventurier, peut-être une meilleure personne aussi, je sais pas. Mais... Ce que tu parlais, l'expérience de la tournée de conférence en Europe, c'était début 2000. Hey, je peux, il y a une fin à ça. Ah, ben, go, shoot. Je fais mes tournées de conférences, puis à un moment donné, je suis arrivé dans des salles où ce qui était plus pleine, puis je vendais des livres, et les livres me permettaient de faire le plein avec de l'argent. Et moi, je suis pas payé. Puis c'est quand je suis revenu au Québec, 10 jours, j'ai dit à ma blonde, là, tu me bookes des conférences. Fait que je suis revenu 10 jours, j'ai donné 11 conférences. Je retourne en Europe, puis je continue avec mon bâton du pèlerin. Et ma première paye est rentrée le 31 décembre 2006. 30 000 $. Probable que tous les autres conférenciers ont fait comme « Ah ouais, ok, toi, moi c'est 100, c'est 150 000, mais moi j'ai eu 30 000 $, puis j'ai rarement eu 30 000 $ dans mon compte de ben là, j'ai payé toutes mes dettes. » Mais en fait, ça venait de me dire « Ok, tu feras pas faillite. » Ouais, c'est ça, mais tu sais, 4 mois plus tard. Fait que finalement, ça t'a mené à une super opportunité, même financière, là. Ouais. Au final, j'ai réussi à faire de l'argent qui m'a permis de payer mes dettes, puis après ça, de continuer à être aventurier. Intéressant parce que dans Bois de Boulogne, autour de la période de la toast au Nutella, t'aurais pu aussi décider de tirer la plug, tu sais. J'aurais pu. Ou j'aurais pu tomber en dépression, ou j'aurais pu, tu sais... Toute cette période-là, cette saga-là, c'était avant d'avoir des enfants. Aujourd'hui, t'es papa de 2 filles, 2 grandes filles, toujours avec la même femme. Donc là, il y a éventuellement, il y a l'élément de la famille qui est rentré en ligne de compte. Comment ça a influencé? Puis est-ce que ça a influencé ta carrière, tes choix, la façon avec laquelle tu vis? Moi, j'aurais voulu vivre des aventures de plusieurs mois, même années. Puis avec des enfants, c'est pas possible. Ben, tu sais, en fait, il y a des aventuriers qui le font. Mais moi, en choisissant d'avoir des enfants, j'ai choisi d'être un père présent. Moi, je veux vivre ma paternité au maximum. Ça m'a obligé à faire des choix, à mettre certaines choses de côté, certains sports de côté, certaines durées d'expédition de côté. Mais pour gagner quelque chose dans la vie, il faut que tu laisses aller quelque chose. Tu peux pas tout avoir.
Fait que j'ai choisi de laisser aller certaines choses. Puis ça m'a permis d'avoir une super relation avec mes enfants, de vivre la paternité comme je voulais le vivre. Ça s'est passé comment les premières ou la première expédition après avoir eu ta première fille? Ben là, tu sais, à un moment donné, il faut mettre du pain sur la table. Fait que oui, ça prenait un film, ça prenait une nouvelle conférence. J'ai décidé de faire un film sur l'Alaska du haut des airs. Donc là, je suis arrivé en Alaska avec un paramoteur. OK. Tu sais, parapente motorisé, là, une Avec hélice le dans le gros, dos, là, ouais. ouais. Le ventilateur, puis ma caméra entre les jambes. Les drones n'existaient pas à ce moment-là. non, Hein? c'est ça. Je me souviens d'un moment clé où je me retrouve dans la baie des Glaciers, qui est un endroit extraordinaire. Si vous avez une chance, là, la baie des Glaciers en Alaska. Cette section-là de la baie des Glaciers, tu peux y aller en kayak seulement. Fait que je fais les 100 km qui me séparent d'un glacier qui est extraordinaire parce qu'en fait, c'est un glacier de marée. C'est-à-dire que quand la marée monte, l'océan se rend jusqu'au glacier, gruge la glace tombe dans l'eau, puis après ça, quand la marée baisse, ben, toute cette glace-là repart avec la marée. Puis il y a comme un endroit où c'est plus étroit. Ça fait comme une section de rivière où le courant il monte un bout, puis 6 heures plus tard, il redescend. Mais quand il redescend avec des blocs de glace immenses. Puis la glace, quand elle vient des glaciers, quand elle est fraîche, elle est bleue. Puis là, c'est trop étroit, en fait. Ils passent pas les blocs. Fait que moi, je me retrouve avec ma tante, assis là, sur le bord de ce canal-là, qui a peut-être 100 mètres de large, à voir des blocs de glace arriver, rester pris, rouler, se cogner ensemble, exploser. C'est un show de Pink Floyd, tu sais, je veux dire, mais c'est un show de Pink Floyd qui dure genre 2 heures, puis à toutes les 6 heures, c'est capoté. Malade. Je décide d'aller filmer un autre glacier, tanné de faire du kayak, je me suis dit, je vais y aller à pied, puis je vais marcher au bord. La marée était basse, fait que je marchais sur les roches, puis je suis allé jusqu'au glacier. En arrivant là, je surprends 2 grosses bêtes que j'ai vues juste, tu sais, comme en virant le détour, puis eux m'ont vu, puis sont partis à courir de côté, puis j'ai fait comme, des orignaux! Je m'attendais pas, tu sais, qu'il y ait des animaux dans ce genre de décor-là, mais... Fait que je cours pour me rendre compte qu'un orignal, ça se déplace pas de côté. Pas avec cette flexibilité-là. Et là... je réussis à revoir rapidement. C'est un loup noir, mais tu sais, un loup noir, c'est 150 livres, c'est des mastodontes, ces loups-là. Haut sur pattes, des loups, fait que je sors ma caméra, puis là, je les entends hurler, ils montent dans la brousse, là, dans la montagne, fait que je les entends hurler. Fait que je leur réponds, je siffle un peu pour voir leur réaction, parce que ça peut arriver que des animaux vont être curieux, tu sais. Et là, juste sur le cap de roche en haut de moi, il y a un louveteau qui apparaît. Il est là, il est juste au bord. Pas le temps de sortir ma caméra qui repart. Mais tu sais, c'est un moment mythique, là, tu sais. C'est malade. C'est le contact avec le hurlement d'un loup, là, quand il est proche de même, là, ça vient te saisir, le poil te lève dans le cou, c'est complètement fou. Fait que bon, les images du glacier, c'était moyen, mais juste cette situation-là valait le détour. Puis là, en m'en retournant, au pied d'un cap de roche, sur le bord de la mer, puis là, la mer a monté un peu. J'ai moins de place pour passer. Il y a une boule de poil. Fait que je sors ma caméra, puis là, je filme de loin, puis je me rapproche, puis tu sais, t'essaies d'avoir un meilleur shot, puis à un moment donné, la bête, elle s'en va. Mais là, la bête s'en va pas, fait que j'étais assez proche pour réaliser qu'en fait, c'est un louveteau. C'est un bébé louveteau. Fait que j'approche. Puis il est mal en point. Il est tombé du cap de roche. Et là, tu sais, c'est l'enfant en moi qui dit, OK, je vais le soigner. Je vais avoir mon loup apprivoisé. Je vais, tu sais, fait que là, je sors de la nourriture, de l'eau, puis je le flatte, puis là, je réalise en fait qu'il est vraiment amoché. Il y a un œil qui sort de l'orbite, puis ça, c'est fracture du crâne. Ça le fera pas, là. J'ai eu plusieurs chiens dans ma vie. Puis, ben, quand ça va pas, tu sais, il n'y a pas 10 000 choses à faire. Fait que je l'ai faite. Parce que je pense que c'est ce que j'avais à faire.
Mais à ce moment-là, je me suis senti très, très loin de ma famille, très, très loin de ma fille. Ça faisait un mois et demi que je l'avais pas vue. Puis, tu sais, bon, c'était peut-être un message aussi de la nature, tu sais. Tombe pas. Fais pas de folie. Plante-toi pas en paramoteur. À ce moment-là, j'ai compris que ma vie en tant qu'aventurier avait changé. Puis qu'il y avait d'autres personnes dans l'équation. Wow. Merci pour ce partage-là. Ouais, ça me fait plaisir. Comment tu vois ça, la suite des pôles d'inaccessibilité, le 10 ans, les prochains projets, Ouais. ça va ressembler à quoi, tu penses, avec la fin de la pandémie puis tout ça? T'es-tu en réadaptation ou... Tout part de l'idée que c'est pas la destination qui est importante, c'est le chemin. Mm-hmm. Parce qu'on s'en fout, là, tu sais, un pôle d'inaccessibilité, tu sais. En Amérique du Nord, c'est au Dakota du Sud, probablement dans la cour arrière ou dans un marécage en arrière d'une maison. Mm-hmm. Il y a d'autres endroits, c'est dans un désert. Tu sais, ce qui est important, c'est le chemin pour s'y rendre. Mm-hmm. Puis on parle du chemin sur le terrain, mais du chemin dans ma vie pour me rendre là. Je vais-tu réussir à atteindre les 7 pôles? Peut-être. J'espère. Mais ça donne un sens. Ça donne des projets. Le prochain, c'est cet automne, je m'en vais descendre le Grand Canyon. OK. Je passe par là en 2022, à l'automne, donc dans un an, pour faire le pôle d'inaccessibilité d'Amérique du Nord. Okay. J'ai choisi l'Amérique du Nord parce que ça me permet d'être parti moins loin, peut-être avec moins de risques, puis de peut-être jumeler aussi la famille à travers ça, parce qu'ils peuvent venir me voir, faire un bout avec moi. Bon. Parce que l'idée d'atteindre les pôles, c'est un double projet. Mm-hmm. C'est un projet d'aventurier, puis un deuxième layer à travers ça, qui est un tour du monde en famille. Okay. Fait qu'en Amérique du Sud, quand on est arrivé durant le temps des fêtes en Bolivie, la capitale de Bolivie, c'est Sucre, ben ma femme et mes filles, eux, ils arrivaient dans l'autre sens, je faisais un voyage, on a passé du temps ensemble. C'est vrai. Donc, il y a moyen, en fait, de joindre l'aventure avec la famille, puis de rendre ça agréable pour tout le monde. Je vais-tu réussir à faire le pôle d'inaccessibilité de l'Asie, qui se trouve en Chine, dans l'arrière-pays où ils veulent pas qu'on aille? On verra dans 10 ans où ce que la Chine va être, là, mais bon, ça représente un défi. Puis, tu as soit passer par la Chine ou par la Russie. Bon. On verra, là. On verra, ouais. C'est celui qui représente le plus de points d'interrogation pour l'instant? Ouais, parce que les autres, tu sais, je suis capable de dessiner quelque chose. C'est le plus long. Hein? C'est le plus gros continent. Il y a 20 façons différentes de se rendre. Motocross, c'est-tu un sport, ça? C'est un sport mécanique. Non, mais tu sais, t'es moins soumis aux intempéries, puis tu peux te sauver, puis... En tout cas, c'est de même. On a une question un peu classique qui est la relation que tu entretiens avec le temps. Tu sais, le temps, c'est la devise universelle, c'est la seule affaire qu'on a tous à peu près égale. Mm-hmm. La façon de l'utiliser dépend. Puis la façon de le percevoir dépend d'une personne à l'autre. En ce moment, c'est quoi que tu dirais... comment tu définirais ta relation avec le temps? C'est une relation amour-haine avec le temps. Je l'aime quand je suis capable de le saisir. Je le déteste quand je me rends compte que j'ai plus 20 ans. Je le déteste quand je vois que la vie passe trop vite. Et c'est ça le problème, c'est que quand tu as des projets, la vie passe plus vite. Mm-hmm. Une chose que je sais, c'est qu'un bon moyen d'arrêter le temps, c'est de s'arrêter sur le bord d'un feu de camp. Mm-hmm. Je sais pas pour toi, mais moi, quand je me trouve sur le bord d'un feu de camp, c'est clair. Le temps s'arrête pour un moment. N'importe quand, t'es le bienvenu pour un feu de camp. Avec plaisir. Ouais. Merci d'être venu. Merci pour ton passage. Belle discussion. Donc, si les gens ont envie de te suivre, Fred, sur les réseaux sociaux, sur Internet, je sais que tu es présent. C'est quoi la meilleure façon de te contacter ou de te suivre? Bah, cherchez-moi sur Internet, puis si vous ne me trouvez pas, c'est parce que vous appelez ça les Internets. Faites-vous aider.
FrédéricDion.com. Ouais, c'est ça. Hey, merci beaucoup d'avoir été là avec nous autres sur l'épisode avec Fred. Vraiment un plaisir de t'avoir avec nous autres. En ce qui me concerne, samuelostigui.com. C'est possible aussi de me contacter comme ça si jamais. Puis ben, à très bientôt pour un prochain épisode de 168.